avoir vaincu l'Hydra et son chef suprémaciste, et s'être débarrassé sans faire exprès de l'alien, Bob Zombie n'était pas au bout de ses surprises en découvrant que Patricia était sa mère, et qu'à jouant les pains, les moules avaient des poils. Épuisé par tant d'événements, Bob s'est réfugié dans le panthéon de l'Olympe pour se ressourcer et augmenter son mojo. Enfin son cosmos quoi, pour aborder une nouvelle 5ème saison qu'il sera aussi confiné que la rentrée littéraire chez Plomb. Ce qui déjà à la base est pas logique. Vous vous souvenez de quelque chose, il est arrivé. Salut mes petits farfadets vulgaires, je suis le Kwisatz-Haderach Bob Zombie redouté depuis les profondeurs des tanières des rageux jusqu'aux hauteurs malfanées de la bien-pensance des coincés du cul prout-prout. C'est reparti pour une 5ème saison avec vos formats habituels sur les comics, mais également sur le cinéma. Et il y aura également de nouveaux formats sur lesquels je bosse depuis quelques semaines. Ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux pendant l'été ont pu voir mes nombreuses acquisitions vintage que je ne manquerai pas de vous présenter cette année. Mon mois de juillet a également été fort en émotion avec ma double consécration au Philippe d'Or de Juan Lépin et je vous remercie de tout cœur car c'est grâce à vous que j'ai pu obtenir ces récompenses. On passera sur les potins de l'été pour parler du coffret DVD de la 4ème saison qui est en rupture de stock et ça fait plaisir. Merci à tous. Bon allez, ça suffit! Passons au vif du sujet avec au programme aujourd'hui des X-Men de 1981 et du Hulk bien vintage comme on l'aime. Allez, envoyez le bousin! Aujourd'hui, on va encore parler des X-Men. Alors, je sais que les baftous vont dire que je force, mais là, il y a une circonstance. Un ami bibliothécaire a sauvé du pilon cette intégrale Panini des X-Men, rassemblant toutes les publications de 1981, c'est-à-dire tous les épisodes du numéro 141 au 152, et le 5e annual consacré aux héros. Plutôt que ça parte à la destruction, cet ouvrage est bien mieux dans ma collection, surtout que je l'ai eu gratuitement. Quand on regarde de près la saga, on ne peut qu'admettre que 1980 et 1981 constituent l'apogée de cette merveilleuse série. Ah, le début des années 80. Belle époque où Mélenchon avait encore toute sa tête. Va te faire branler, Trotskar. La saga du Phénix Noir reste pour beaucoup la plus belle aventure des mutants de Xavier. Un arc narratif inégalable, me direz-vous? Non. Mais c'est vite oublié que les 2 chapitres qui ouvrent cet album constituent le summum avec Day of the Future Past de Claremont et de Byrne. C'est la dernière fois que les 2 génies sont associés sur le titre. Non. Et ils y développent le concept de futur alternatif qui sera maintes fois repris par la suite. L'album s'ouvre donc avec l'Uncanny X-Men 141 de janvier 1981 et l'Uncanny X-Men 142 de février 1981 que les lecteurs français ont lu dans le Special Strange 35 et le Special Strange 36. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle mon enfance de pauvre. Ça fait du bien. Que dire de plus que de crier au génie? Oh, tout de suite les grands mots, ouais. Certes, les voyages temporels existaient déjà chez Marvel, avec par exemple la série des What If, qui explorait ce concept de changement de réalité dans un univers parallèle. Mais là, quand même, Claremont et Byrne arrivent à créer un univers complet en 2 épisodes. Quelle leçon scénaristique! Unbelievable! C'est plutôt bien goldé, hein, y a pas à dire. Une X-Woman, d'un futur alternatif, remonte le temps et arrive dans notre présent pour essayer d'empêcher que notre planète ne connaisse le même sort que la sienne. Dans ce futur, il existe également un Phénix, alias Rachel Summer, la fille de Jean Grey et de Scott Summer, qui, bien des années plus tard, contribuera à la création de l'équipe Excalibur. Mais ce n'est pas tout, car ce récit introduit aussi un personnage clé dans l'évolution de la série et des intrigues de longue haleine dont Chris Claremont a le secret, à savoir le sénateur Kelly, dont le meurtre pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'avenir de l'espèce mutante. Avec ironie du sort, parce que s'il survit, le destin des mutants pourrait être tout aussi tragique. Ah! Cette tension dramatique a énormément plu aux lecteurs des X-Men et a contribué à leur fidélité durant de nombreuses années. Et puis n'oublions pas que ces épisodes sont incroyables puisque Mystique et sa confrérie des mauvais mutants font un retour fracassant dans cette histoire au point de supplanter Magneto, le fondateur du groupe original. Tout est bon dans ces 2 récits. Et nous le savons, et pas seulement de Marseille, que ces épisodes ont largement influencé les scénaristes du film X-Men 2. Si les premiers épisodes de cette intégrale marquent la fin de la collaboration entre 2 génies, Claremont et Byrne, qui auront changé à jamais la série des X-Men. Et les 3 premiers numéros de cet album sont une forme d'apothéose, puisque le 3e épisode, intitulé Démon, est tiré de l'Uncanny X-Men 143 de mars 1981, et marque le tout dernier épisode dessiné par John Byrne sur la série. Un épisode qui n'est jamais apparu dans Special Strange, du fait probablement de la présence d'un horrible démon totalement sorti du film Alien. Byrne pourra dire ce qu'il veut, son monstre ressemble vraiment trop au Xavier
xénomorphes. Mais ce n'est pas grave, l'épisode est toujours aussi plaisant à lire. On assiste en plus à des scènes sympathiques dans l'école de Xavier avec Kitty qui chauffe Peter. Un Serval super énervé car Diablo a fait une bise à Mariko, ou même ce sale type de Summer qui traîne sa couenne de loser, et surtout qui a déjà oublié la regrettée Jean, dont les cendres sont encore chaudes, et qui trouve le moyen de kiffer pour Lee Forrester et son look d'instagrammeuse. Quelle indignité. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est avec une grande tristesse que l'on doit se résoudre au départ de l'excellente John Byrne, et personnellement, mais je ne suis pas le seul pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, il m'est très difficile de le voir remplacé par le retour de Dave Cockrum, qui a bien du mal à égaler les aventures des années précédentes. Et c'est là que tu te dis que le duo des débuts des X-Men de la nouvelle génération ne parvient pas à rivaliser avec le duo, ou devrais-je dire trio mythique, car il ne faut pas oublier Terry Austin. Non vraiment, comment ne pouvait-il y avoir une baisse de qualité, tant les aventures des X-Men avaient atteint les cimes d'excellence avec le trio magique. Et après ça, c'est remballe tes camions de forain, la fête à neuneux, c'est fini. Comme à l'époque dans Special Strange, et là j'ai eu du mal à poursuivre la lecture de cet album. Je n'étais plus emballé. On peut parler de désenchantement, même si les épisodes sont de bonne facture. À partir du Special Strange 37, j'ai commencé à moins apprécier les aventures de mes héros chéris. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est quand même pas dégueulasse. Du moins, ça l'est moins qu'un émo gothique. Au fil des épisodes, nous assistons à deux intrigues parallèles, car pendant que les X-Men sont confrontés à Fatalis et à Arcade, le pédant et très navrant Cyclope, qui a quitté l'équipe suite au décès de Jean Grey, essaye de se reconstruire une existence. Avec la petite Lee. Pardonne-lui, Jean. Ce type ne te méritait pas. C'est également le grand retour de Magneto dans le 150e épisode. Surprise, motherfucker! d'Emma Frost, alias la Reine Blanche du Club des Damnés, pour nos jeunes viewers qui ne connaîtraient pas, mais on assiste aussi à l'apparition pour la première fois des Morlocks dans la personne de Caliban. Opposé d'ailleurs à Dazzler et Spider-Woman aux côtés des X-Men. Et tout ça, nous avons pu le lire dans les Special Strange 37 à 41. Enfin, l'album nous offre en conclusion une aventure qui associe les X-Men aux 4 Fantastiques, dont j'ai déjà parlé dans une émission précédente, et que nous avons pu lire dans l'album numéro 2 des X-Men, chez Lug, intitulé Conflit Cosmique. Il faut un certain temps pour retrouver le plaisir de suivre les aventures des X-Men et se réhabituer au style de Dave Cockrum, surtout quand on a été aussi longtemps marqué et ébloui par les dessins de John Byrne. Après, il ne faudrait pas faire la comparaison, c'est moche. Mais vous me pardonnerez mon désenchantement devant le style de Cockrum. Sa façon de dessiner est plus brute, si je puis dire, même s'il sait montrer des expressions de visage assez marquées et intenses, ce qui est tout de même appréciable. Pour autant, les aventures des X-Men restent regardables et certainement moins ennuyeux que de faire l'amour à Sibeth Ndiaye. Mais il est vrai que si je n'avais pas eu cet ouvrage gratuitement, je me serais contenté de mes Special Strange de l'époque. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que je pouvais dire sur cet album de 1981, et j'aurais envie de dire, enchaînons avec la suite de cette émission. Voici un bien bel ouvrage d'un fort beau gabarit, sorti en 1979 pour la modique somme de 12 francs chez les éditions Haredi. Vous vous rendez compte, 12 francs, c'est moins cher que l'escorte d'un gosse en Thaïlande. Cette blague était de très mauvaise qualité. La couverture est d'une esthétique d'un autre temps qui, à n'en pas douter, doit faire peur aux jeunes. Mais à l'inverse, elle ravira les nostalgiques des années 70 avec son design assez swag, il faut bien le dire. Oh putain, c'est swag! Alors il faut savoir, mes petits farfadets, que cet album Haredi reprend la série The Hulk, lancée en août 1978 par Marvel. Tiré du Hulk numéro 10, il est en fait le renommage, je sais pas si ça se dit, Non. Si, ça se dit. le renommage du magazine The Rampaging Hulk numéro 10, qui devient The Hulk numéro 10. Alors, c'est quoi The Rampaging Hulk, pour un peu que vous ayez un intérêt poli pour ce que je raconte? Eh bien, je vais vous le dire, bande de petits fripons, ne soyez pas impatients comme ça, c'est pénible. The Rampaging Hulk numéro 1 est sorti en janvier 1977. C'est un magazine en noir et blanc, publié chez Curtis Magazine, que je vous montre là de mes doigts charnus et terriblement affriolants, auprès des vieilles de 40 ans. Le scénariste Doug Munge et l'artiste Walter Simonson ont situé les histoires du Rampaging Hulk entre la fin de la série originale
originelle en 6 parties en mars 1963 et son retour dans les pages du Tale to Astonish en septembre 1964. Ouais, non, on s'en fout. Pour les vieux nostalgiques des années 70, les dessins respirent cette époque à plein nez, et ce côté noir et blanc accentue le côté vintage que les lecteurs de l'époque avaient connu dans les BD du moment. Moi je kiffe ce genre de travail artistique, mais vous me rétorquerez probablement très poliment que vous vous en battez les couilles. Bon, et alors, pour en revenir à l'article d'aujourd'hui, Marvel a donc renommé le magazine The Rampaging Hulk en The Hulk. Tu l'as déjà dit. Oui, mais comme je le dis bien, je le répète. En fait, pour attirer le public de la nouvelle série télévisuelle, Moi j'aurais plutôt dit télévisé. The Incredible Hulk, Marvel a décidé de procéder à ce changement de titre. Le récit est écrit par Doug Munch, et les dessins sont assurés par Ron Wilson et Ricardo Villamonte. Quant au décor, ils sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell, hein, pour ceux qui voient à quoi je fais allusion. Chose frappante dans ce récit, c'est le ton choisi par les gens de chez Marvel, puisque la BD a adopté la formule de la série télé en axant le récit sur l'intérêt humain, sans gros casting de personnages marveliens, sans super vilains et sans stars invitées. Pour autant, le récit reste plus intéressant qu'une monophonie normande en pays d'Auge, hein, je vous rassure. Ainsi, dans cette aventure, on a un Hulk qui pleure la mort d'une journaliste alliée de Bruce Banner. Et hop, on a un gros bourrin tout vert qui chiale. C'est marrant de voir ce choix éditorial plus axé sur le côté humain de l'histoire, alors que cette série est censée se dérouler en même temps que la série sœur The Incredible Hulk, où tout est plus super héroïque. En plein milieu de l'album, Haredi nous publie un long article mettant en vedette Bill Bixby et Lou Ferrigno, qui ont tous les deux été interviewés pour l'occasion. Et on voit bien ici que ce magazine est une tentative de Marvel de tirer profit de la popularité de la série télévisée. Parce qu'attention, hein, la série télé cartonnait à l'époque. Dans la série, il n'y avait pas de super vilain à combattre, et du coup la série est plutôt une histoire de monstre plutôt que du super-héros. Au passage, je vous renvoie à ma vidéo qui parle de la supposée monstruosité de Hulk si vous aimez les reportages à la Arte. La série télé va connaître un énorme succès et donnera naissance à une gamme de jeux, de jouets, de deals, de figurines qui réveillera une Hulkmania qui rendra notre géant de jade très célèbre, pour ne pas dire mythique, dans notre culture. Alors, vous pensez bien que cette BD était une tentative supplémentaire de gagner des parts de marché. Je ne résiste pas à l'idée de vous montrer à nouveau ce détail hilarant du merchandising proposé lors d'un concours à Reddit sur Hulk, où les gagnants peuvent avoir une poupée gonflable de Hulk. Moi, ça me fait rire. Pourrais-tu revenir au sujet du jour, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Pour en revenir aux comics, cette série Hulk a donc 17 numéros, avant d'être annulée en 1981, et rien qu'en lisant ce premier album, on sent cette tentative de Marvel de mélanger ces personnages super-héros avec un magazine plutôt adressé à des adultes. Le mérite de cette série a été d'assurer un rôle de sauvegarde de certains personnages, plus ou moins oubliés des lecteurs, comme par exemple l'Homme-Chose ou China, mais aussi en présentant des personnages genre le Chevalier de la Lune, mais ça j'en parlerai dans une prochaine émission. Voilà, je tenais à vous présenter cette petite acquisition que j'ai eue pour pas cher et qui ne m'a pas fait mal au sein, dont la couverture splendide a su titiller ma fibre nostalgique, un petit bijou pour les collectionneurs fans de Hulk. Allez, on joue un peu avec cette question sur Dazzler dont nous avons à peine effleuré sa féminité dans cette émission de peur de finir en langage Peggy 18. On va tester un peu vos connaissances et ces deux questions sur la belle blonde. Quelle actrice a servi de modèle pour John Romita Jr. lorsqu'il a défini graphiquement Dazzler? Et quelle aurait dû être la chanteuse et actrice de départ? J'attends vos réponses nombreuses dans les commentaires et la réponse sera apportée dans le prochain mag. Voilà mes petits farfadets, cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Restez courtois dans les commentaires, car n'oubliez pas que cette émission c'est avant tout du spectacle. Et on se retrouve très vite, mes petits roudoudous, pour une autre vidéo à la haute teneur vitaminée. Achetez pas chinois, et je vous fais de gros bisous mes petits farfadets, à très bientôt. Et comme dirait ma femme... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Ramzassi. Abdel Ramzassi. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Je suis à la télé. Je pense à la télé. Maman, c'est moi.